Hier, vous avez entendu, si vous avez écouté le point de presse là, à 13 h, il y a Attends un montant qui est annoncé pour le... Oui? Attends un petit peu, 30 secondes. Là. Ah, j'étais muté, hein? Okay. Donc, hier, si vous avez écouté la conférence de presse, vous avez peut-être entendu parler d'un 10 millions hein, qui était annoncé pour le communautaire. Puis on s'est dit, voyons, ça vient d'où ce 10 millions-là? En fait, c'est le programme de soutien à l'action bénévole. Donc, vous savez que les 125 députés au Québec ont des enveloppes discrétionnaires pour répondre aux besoins des organismes tout au long de l'année. Hein. C'est un programme qui existe quand même depuis très longtemps. Pour l'année qui s'en venait, ce qui était prévu, c'était un 10,4 millions qui était déjà prévu pour les enveloppes discrétionnaires au niveau des députés. On l'a bonifié de 10 millions. Donc, on se retrouve, les enveloppes discrétionnaires des députés se retrouvent avec un montant global de 20,4 millions pour l'année 2020-2021. Donc, pour ce qui est de toutes les modalités, là, de comment ça va fonctionner pour les demandes avec les députés, on n'a pas de détails encore. De ce que j'ai entendu entre les branches, ça fonctionnera un peu de la même manière que ça fonctionnait quand un groupe faisait une demande, ben, c'était évalué, puis après ça, les montants étaient octroyés. On a quand même, nous, une préoccupation de... Il y a plein de fonds là, qui arrivent en même temps. Donc, comment s'assurer qu'il n'y ait pas de trou nulle part, qu'on répond aux besoins de tout le monde. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on essaie de voir au niveau régional comment on peut s'assurer qu'il y ait justement une concordance entre ces fonds-là puis qu'il y ait une communication qui se fasse entre tout le monde. Donc, le 10 millions qui a été annoncé hier, c'est vraiment le programme de soutien à l'action bénévole. Qu'est-ce qui priorise? On dit que c'est un soutien accru aux services aux clientèles vulnérables. Donc, voilà, il n'y a pas plus de détails actuellement. Là, je regarde les commentaires. Oui, non, on est dans c'est le même formulaire de PSAB qu'on remplit à chaque année. Puis vous pouvez contacter vraiment vos députés avec les situations. C'est sûr que si vous vous souvenez comment ça fonctionne, le programme de soutien à l'action bénévole, vous faites vos demandes, mais c'est toujours un peu long à recevoir les chèques. Fait que je sais qu'il y a déjà des députés qui ont demandé à certains organismes qui sont, je dirais, de première ligne actuellement, en disant, ben faites-nous votre demande, achetez votre matériel, puis on va vous rembourser dès que les sommes vont être rentrées pour que les organismes sachent qu'ils auront le OK rapidement, mais c'est toujours le décaissement avec le ministère. Puis on a l'enjeu que les crédits n'avaient pas été encore adoptés à l'Assemblée nationale. Fait qu'ils sont dans le... Ils annoncent les mesures, là, mais la structure a un petit peu de difficulté à suivre. Mais ce que j'ai compris des députés, c'est qu'ils voulaient quand même aller assez rapidement pour soutenir les organismes. Donc, n'hésitez pas là, à faire vos demandes. Puis en même temps, de manifester les besoins auxquels vous êtes confrontés aux députés, ça va aider la Troquelle aussi dans les situations que nous, on représente. Là. Donc, gênez-vous vraiment pas d'aller vers les députés de la région. Puis si on a plus de détails, évidemment, qui sortent sur les procédures qui sont mises en place ou s'il y a des changements, on va vous tenir informé par le biais des courriels, du courriel quotidien de la Troquelle aussi. Ça va pour ce programme-là? Okay. Ensuite, on sait qu'il y a un certain temps, là, il y a un certain temps, on dirait que la notion de temps change un petit peu. Le 4 ou le 25 mars, il y avait une annonce au niveau des banques alimentaires Québec, un 2 millions du gouvernement qui serait donné à Banque alimentaire Québec qui s'assurerait de la distribution dans les moissons à travers le Québec. Okay? Donc, ce 2 millions-là, justement, il a été réparti entre toutes les moissons du Québec. Et pour la Nodière, on parle d'un montant de 107 000 ce montant-là n'est pas encore descendu à moisson. L'argent n'est pas encore arrivé dans les moissons. Ça devrait être décaissé prochainement. On s'entend que pour les moissons, c'est aussi de la réorganisation. Hein? Ce n'était pas prévu, c'est arrivé de cette manière-là rapidement. Donc, ils doivent réfléchir aux façons de faire pour utiliser cet argent-là de la meilleure façon qui soit pour aider aussi les organismes. Actuellement, ils sont appuyés par la Direction de la santé publique et l'organisation communautaire pour voir justement pour la suite des choses comment s'organiser. L'idée de cartes cadeaux à remettre au groupe, mais là, il faut faire attention, ce n'est pas des cartes cadeaux que les groupes pourront remettre à des individus, c'est des cartes cadeaux que Moisson donnerait à des groupes pour qu'ils puissent acheter des denrées eux-mêmes pour distribuer aux individus. Okay? Parce que Moisson vit le défi actuellement de tout ce qui est la distribution alimentaire. Tu sais, quand les organismes viennent chercher la nourriture, la notion de salubrité également. Donc, il y a tous ces enjeux-là qu'il faut tenir compte.
Donc, ce n'est pas encore officiel cette façon de faire-là, mais c'est dans les réflexions de plusieurs moissons actuellement. Donc, ça devrait être déployé quand même assez rapidement. Je n'ai pas réussi à avoir d'informations sur est-ce que les groupes doivent faire des demandes particulières ou non à Moisson. Je sais que les communications ont été plus difficiles pour les groupes en sécurité alimentaire avec Moisson dans les 2 dernières semaines, mais justement, c'est à cause de la réorganisation. Mais on nous a dit hier là, sur le comité auquel j'étais où les choses vont s'activer et les groupes vont avoir accès à plus d'informations sur la suite des choses au niveau du 2 millions pour les banques alimentaires. Il y a dans le chat Julie qui dit que ça serait déjà arrivé à Moisson réparti dans les organismes, puis des bacs lavables ont été achetés et distribués aux organismes pour remplacer les boîtes de bananes. OK, c'est bon. Merci, merci Julie pour l'information. Puis il y a Elisabeth Descolatines qui dit qu'il y a aussi Fin à la fin qui remettait des cartes métro pour aider les personnes. Pour aider les personnes. Oui, il y a beaucoup d'initiatives, effectivement, qui se mettent en place actuellement. Tu sais, je pense que ça a été dans les premières mesures annoncées au niveau de l'aide alimentaire. C'est un des impacts qu'on voit quand même assez rapidement aussi pour les personnes qui se retrouvent, oui, les personnes habituelles, mais il y a comme beaucoup plus de demandes aussi par rapport à des personnes qui perdent leur emploi. Ça risque de s'amplifier, là, justement, avec le fait que les chèques, quand les chèques vont arriver et tout ça. Donc, on est dans une situation quand même à surveiller. Il y a vraiment une grosse coordination au niveau régional, au niveau de la sécurité alimentaire qui est mise en place par la DSP, l'organisation communautaire, plein d'autres acteurs autour. Donc, ce dossier-là est quand même bien pris en charge au niveau régional pour avoir une cohésion le plus possible. Ça va pour ça? OK. Ensuite, il y a eu une autre annonce. Attends, Maya. Il y a juste de ne pas référer les citoyens directement chez Moisson, mais vraiment chez les organismes sur le terrain. Oui, effectivement, parce que les citoyens, quand ils vont chez Moisson, ils n'auront pas accès là, à rien. Il faut vraiment qu'ils passent par les organismes communautaires, le lien entre Moisson et les organismes. Effectivement, ça, c'est important là, à spécifier si vous avez des gens qui ont besoin. Parce que les Moissons se sont retrouvés à avoir beaucoup d'appels. Puis c'est normal parce que dans la population, qu'est-ce qu'on disait dans les médias? C'est que ça passait par les Moissons. Donc, les gens, leur réflexe, c'était d'appeler directement à Moisson. Mais c'est difficile d'avoir une réponse à ce moment-là. Fait que c'est vraiment important qu'ils passent par les groupes à ce moment-là. Donc, OK. Spécification pour fin à la fin, oui, c'est ça. La remise des cartes n'est pas une mesure à diffuser nécessairement. J'imagine que c'est une mesure exceptionnelle qu'ils vont prendre au cas par cas. Donc, nous, on le sait, on peut référer à ce moment-là à fin à la fin. C'est bon. On serait rendu au fonds des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences? Oui, donc 2,5 millions pour les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Là, j'ai fait des petites recherches. Je suis allée sur le regroupement des maisons de femmes victimes de violences, justement, qui portait cette ligne-là. Ce qui est important, c'est que les enveloppes vont être gérées directement par le CIS, donc par les CIS, les Centres intégrés de santé et services sociaux. Ça va être réparti selon les règles habituelles de répartition, de ce que j'ai entendu, là, comme quand il y a des argents qui descendent, il y a des règles déjà établies. C'est destiné aux organismes pour répondre en priorité aux besoins des femmes victimes de violences conjugales créées par la pandémie. Justement, le fait que c'est amplifié par les mesures de confinement, entre autres. Ça pourrait permettre de payer des frais de repas, d'hébergement, de transport, fournitures sanitaires, salaire pour des heures supplémentaires ou pour des ressources supplémentaires également. Là, actuellement, ce qui circule, mais même dans le communiqué officiel du regroupement, c'est que les maisons d'hébergement doivent payer les frais et seraient remboursés par la suite par le CIS. Donc ça, c'est sûr qu'on a quand même une préoccupation, là, parce que ça ne veut pas dire qu'on a les sous nécessairement non plus pour le payer en avance. En tout cas, le regroupement là, travaille beaucoup à ce niveau-là, au niveau du ministère. Et ils ont tout à réfléchir aussi des zones chaudes, des zones froides, s'il y a des femmes infectées. En tout cas, c'est quand même complexe. Donc, le mot d'ordre du regroupement, c'est d'inviter les maisons d'hébergement à contacter aussi leur CIS, si ça n'a pas déjà été fait, pour voir les mesures qui sont mises en place, entre autres avec la direction de la santé publique. Donc, ces sommes-là ne sont pas encore descendues non plus. Bon. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de sommes annoncé, mais l'argent n'est pas encore descendu, donc ça crée quand même un petit moment de flottement entre répondre aux besoins, mais l'argent n'est pas là. Bon, voilà, on est dans cette situation-là. Oui, puis Julie nous dit
que dans la Naudière, les 3 maisons travaillent déjà avec le CIS en étroite collaboration. Génial. Donc, on est content de voir ça quand ça se passe bien. C'est assez inégal dans les différentes régions du Québec, là. C'est exactement ce que je m'en ai dire. On est vraiment Ouais. dans des situations très régionales par rapport à cette question-là. Tout à fait. Fait que tant mieux si le lien se fait bien puis le travail se fait bien avec, avec le CIS. Donc, ça va pour ce fonds-là. Avant de laisser Hugo avec le fonds du MES, juste dire qu'il y a plusieurs fonds aussi qui se mettent en place par les MRC, par différentes villes aussi. Là, je n'ai pas tous les détails. Je vais essayer de les documenter un peu plus. On va essayer de faire un topo, là, un portrait de tous ces fonds-là, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, des villes qui sont en réflexion, des MRC pour créer des fonds d'urgence, à quoi ça va répondre et tout ça. Donc, on est encore en train de regarder ce qui se passe à ce niveau-là. La table des préfets garde un œil aussi là-dessus, puis va essayer de rendre accessible l'ensemble des informations. Donc, oui, puis il y avait juste une note de Nathalie qui disait pour les maisons d'hébergement, si des besoins relatifs aux personnes handicapées, nous relancer à la TCRA, PHL, effectivement. Pour parler du fonds d'urgence du ministère de la Santé, hier, il y a eu une rencontre entre la coalition des TROC, la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles et le ministère de la Santé et des Services sociaux. On a été un petit peu déçus là, de la teneur de la rencontre parce qu'on sent que le ministère de la Santé a de la misère à avancer dans les annonces, dont la question du fonds d'urgence. On n'a pas de montant, on n'a pas de délai de quand ça va descendre. On leur a fait savoir qu'on était très impatients parce que là, la situation, elle était problématique sur le terrain. Je voudrais la seule information qu'on a, c'est que le fonds d'urgence va être priorisé pour les organismes qui ne sont pas touchés par les mesures qui ont déjà été annoncées. Il y a cette volonté-là de vraiment être en soutien d'urgence. Donc, ça va passer par les CIS et les CIUS pour cette répartition-là. Puis, ce qu'on nous a dit, c'est qu'une fois que le montant va être annoncé, les CIS et les CIUS vont avoir la marge de manœuvre pour aller rapidement. Ils sont dans les autorisations là, auprès des autorités. C'est pour ça, tantôt, que je disais, si vous prenez le temps de faire des demandes de soutien à l'action bénévole à vos députés, bien, vous pouvez nommer là, les besoins auxquels vous êtes confrontés parce que je vous dirais que nous, on avait déjà commencé à informer les députés de la situation, de la lenteur avec lesquelles les mesures avancent, mais on va se mettre en mode beaucoup plus politique là, à partir des prochains jours parce que ça avance pas rondement. Puis, on est bombardé, dans le fond, par les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Donc, pour nous, c'est sûr que cette question-là, c'est une question prioritaire. Puis déjà, hier, après cette rencontre-là, qui était dans l'avant-midi, les différents regroupements nationaux avaient commencé là, les démarches politiques pour qu'on ait plus facilement accès à ces fonds-là. Parce qu'on le sait que la réalité touche, bien évidemment, on le dit depuis tantôt, le matériel sanitaire, mais aussi la question de remplacer du personnel qui ne peut pas être sur les lieux de travail actuellement. Donc, ils ont vraiment cet effet-là. Puis, dans le fond, je lisais le commentaire de Manon Massé de Uniatox sur le chat. Mais effectivement, on sent qu'il y a plein de fonds, il y a plein de formulaires à remplir, mais au niveau du CIS et du CIUS, ils veulent des mécanismes là, souples et légers pour que rapidement les groupes aient accès aux fonds. Fait que là, il faut que le ministère déniaise, puis il faut que les autorités avancent. Puis, on a l'impression qu'il y a quand même une certaine volonté de visibilité politique à travers les annonces. Fait que là, on leur a dit au niveau du ministère que pour nous, c'était important que ça avance vite parce qu'il y a du monde sur le terrain qui ont des besoins, qui expriment les situations, puis qu'on pense que la crise, on doit être dans vraiment des mesures exceptionnelles qui vont avec la situation exceptionnelle. J'aurais vraiment aimé ça être plus optimiste et vous dire, go, ça va rentrer demain matin, là. Mais on sent vraiment un petit frein bureaucratique. Mais on va travailler avec les députés là, pour essayer de mettre un petit peu d'huile dans cette machine-là. Je reviens. Je vais juste compléter, Hugo. Est-ce que tu avais terminé, Hugo? Oui. Je vois des commentaires passer, entre autres, sur l'importance de bien documenter les situations, les pertes de revenus réelles ou anticipées
J'ai envie de vous dire, on est sur un comité à la Troquelle qui a été mis en place par la table des préfets avec la direction de la santé publique, la table des partenaires, l'Office des municipalités. Donc, on travaille ensemble, on se voit une fois par semaine. Et l'importance de documenter les besoins des groupes est très importante. Oui, on a un portrait de la situation qui est ouvert ou fermé. 2 minutes, Victor. 2 minutes. On appelle ça la conciliation famille-travail. Conciliation famille-travail, je vais fermer ma porte de ça. Donc, peut-être juste rajouter aussi au niveau du ministère, tous les portraits que Maya parle nous a aidé beaucoup à faire comprendre des situations parce qu'on est aussi en attente de directives par rapport à la reddition de comptes aux assemblées générales annuelles. Puis le portrait que vous avez rempli de la Troquelle nous a aidé à donner vraiment des indicateurs clairs au ministère sur les impacts et sur les défis auxquels on est confronté actuellement. Et j'ajoute qu'on risque de vous solliciter. On est en train de voir une procédure, une façon de faire simple, un peu sur le formulaire comme vous avez eu l'autre fois, mais d'une manière très écourtée, peut-être avec 2, 3 questions que vous pouvez remplir d'une manière hebdomadaire sur l'évolution de vos besoins. Et pour avoir la notion, là, je voyais dans les commentaires là, la perte de revenus réels ou anticipés, qu'on ait toujours un portrait à jour. Parce qu'il y a vraiment une volonté de la part, en tout cas du CIS, de la DSP, d'être à l'écoute de ces besoins-là concrets, réels et actuels des groupes. Donc, on est en train de voir un moyen de coordonner justement les ouvertures, fermetures, mais avec tous les besoins réels aussi vécus par les groupes. Donc, ça se discute. Donc, sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après, rapidement, là, vous serez peut-être sollicité pour un petit sondage hebdomadaire, mais on ne veut pas qu'il soit lourd, on veut qu'il soit simple le plus possible. Merci pour vos encouragements avec les enfants. Voilà, c'est ma réalité des derniers jours. Il y avait, j'arrête pas de dire Julie depuis tantôt, c'est Julie Thériault, organisatrice communautaire, qui est avec nous. Julie écrivait sur le chat qu'elle pourrait donner des informations par rapport au matériel sanitaire. Julie, je pourrais peut-être enlever le micro si tu voudrais nous donner des informations. Génial. Allô? J'ai pas mis la vidéo parce que je me suis pas coiffée. Moi aussi, je suis à la maison. En fait, tous les organismes qui ont fait une demande auprès de leur organisateur communautaire ou auprès d'un gestionnaire ou auprès de quelqu'un de la santé publique, tous les besoins ont été répertoriés. Il y a Myriam Laporte qui a été mis expressément sur cette question-là. Ce qui est important de savoir, c'est que les groupes font souvent des demandes en lien parfois avec des besoins qui actuellement, il y a une priorisation. Donc, les gants, c'est souvent une fausse protection. Les masques, c'est pour la personne qui a la grippe. Le Purel, c'est si on n'a pas de savon. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes qui sont suggérés au groupe, même si quand même tous les besoins sont répertoriés. Et après ça, ben, vous le savez, vous l'avez entendu dans les médias, tout cet équipement-là est priorisé pour les cliniques de soins aux personnes. Fait que après, la direction de santé publique va revenir aux différents organismes avec combien ils peuvent leur en octroyer, comment sera la distribution et tout ça. Donc, c'est ce que je peux vous en dire, mais soyez assurés, là. Tu sais, je vois dans la liste plusieurs des groupes qui, soit moi j'en ai parlé avec certains ou qui ont parlé avec des organisateurs communautaires. Vous êtes là, soyez sans crainte dans la liste. Puis c'est sûr que les organismes, par exemple, qui sont en hébergement, les groupes qui offrent des soins à la personne, tu sais, on voit toute la hiérarchisation ou la priorisation des besoins là, en fonction de la proximité ou la distanciation, puis le type de service qui est offert par les groupes.
Fait que s'il y a des groupes qui n'ont pas encore fait de demande, n'hésitez pas. Vous pouvez soit écrire à votre organisateur communautaire ou à un autre organisateur communautaire si vous n'en avez pas. Là. Il y en a plusieurs groupes qui écrivent régulièrement des OC, mais il y en a qui n'ont pas nécessairement de lien. Sauf que vous nous connaissez, là, fait que n'hésitez pas. Puis nous, on remplit le formulaire. Là, on a un site collectif là, partagé là, pour transmettre toutes les infos. Merci beaucoup, Julie, pour ces infos-là. Je vais aussi, avant de passer à la dernière étape, je vais vous revenir sur deux petits éléments. On vous avait fait parvenir par courriel des informations sur le programme de supplément au chômage, le PSC. Puis, dans le fond, quand on lisait la documentation, on peut aller jusqu'à un montant de 95 %. Dans le fond, le PSC, en gros, là, rapidement, c'est que si des personnes se retrouvent sur l'assurance-emploi, l'organisme peut, dans le fond, participer à ce programme-là pour combler, dans le fond, rajouter un montant à l'assurance-emploi qui est versé. Et la Troquelle, dans son document, parlait de 90 %. La décision que le conseil d'administration avait fait, c'est nous, on montait jusqu'à 90 %. Puis, on nous a rappelé que c'est 95 le maximum. Donc, on n'est pas obligé vous n'êtes pas obligé d'être à 90, là, comme c'est indiqué dans les documents du programme. Vous pouvez aller jusqu'à 95. Donc, on trouvait ça important de vous le rappeler. Et si vous pouvez toujours faire une demande, d'ailleurs, là, pour le PSC, là, sur le site, si vous marquez PSC Service Canada, vous allez arriver sur le lien direct du formulaire que vous pouvez toujours demander. C'est sûr qu'il y a des délais parce qu'il faut faire enregistrer justement le régime que l'organisme met en place. Donc, évidemment, il y a des délais, mais c'est possible de le faire malgré tout dans la situation actuelle. Là, c'est bien indiqué sur la page du PSC. Puis si vous faites la demande, ce n'est pas nécessairement parce que demain matin, vous mettez quelqu'un à l'assurance-emploi, mais c'est un programme qui est bon pour plusieurs années. Donc, une fois qu'on adhère au programme, bien, ça peut rester valide, bien, ça reste valide. Et des fois, bien, pour des situations particulières, ça peut être une bonne idée là, d'avoir accès à ça quand on n'a pas accès à des assurances collectives, par exemple, pour des congés de maladie. L'autre élément... Oui. Je m'excuse, Hugo, t'as coupé. Nathalie marquait ça peut être moins. Oui, effectivement, c'est pas obligé d'être 90, 95, ça peut être 80. Dans le fond, c'est le choix que l'organisme fait, mais on voulait quand même spécifier que ça peut aller jusqu'à 95 %. Donc, effectivement, c'est des programmes que vous adaptez. L'information est vraiment claire sur le site. Il y a plein de liens qui expliquent les différents programmes, comment les réfléchir, comment les mettre en place. Donc, si vous êtes intéressé, prenez le temps d'aller voir. Il y a plein de liens utiles, mais effectivement, ce n'est pas obligatoirement 90 ou 95, c'est vraiment selon le choix de l'organisme. L'autre chose, c'est le programme fédéral. Là, il y avait eu une annonce d'une subvention salariale qui pouvait aller à 10 %. Finalement, après ça, ils ont annoncé un autre programme de 75 %. On attendait les nouvelles, puis ce matin, en faisant la veille, j'ai trouvé les infos, ils les ont mis à jour. Donc, pour les organismes qui auraient une perte de revenus équivalente à 30 % de leur mois mars, avril, mai, donc c'est sûr qu'il faut que vous puissiez documenter cette perte de revenus-là. Le gouvernement fédéral va pouvoir verser 75 % des salaires. Là, il y a un montant maximum que je n'ai pas devant les yeux, mais et ça, c'est ça correspondant à 75 % du salaire jusqu'à concurrence de 12 semaines. Et le montant maximum de la prestation hebdomadaire, c'est 847 $ pour les employeurs. Donc, c'est quand même des montants qui sont importants. Et là, ce qu'on se posait comme question, c'est qu'est-ce qui arrive pour ceux qui n'ont pas cette baisse de revenus-là, mais qui ont quand même des défis. C'est bien indiqué ce matin sur le site web du gouvernement du Canada que ceux qui ne sont pas admissibles aux 75 % sont admissibles à la première subvention qui avait été annoncée, soit le 10 % des subventions salariales. Donc là, comme on a enfin les informations mises à jour dans le courriel quotidien d'aujourd'hui, on va vous mettre les liens pour ces explications-là. Puis, dans le fond, dans les deux sites, ils expliquent comment mettre en place le programme pour avoir accès à ces subventions-là. Donc, on le sait qu'il y a eu une période de flottement, mais là, les informations sont à jour depuis ce matin. Donc, on va pouvoir vous les transférer parce que c'est quand même de l'argent qui peut soutenir. Puis, on sait, entre autres, qu'il y a des organismes qui sont
confrontés au fait de ne plus avoir accès à leur autofinancement, ne serait-ce que par les comptoirs, les friperies, mais aussi il y a les bingos qui ont été annulés. Donc, ça aussi, ça fait des baisses de revenus pour les organismes. Donc, ces programmes-là sont en place pour tenter de soutenir autant les entreprises que les organismes dans la situation. Donc, on va vous partager l'information. Il y avait une question. Pour la question, dans les documents, il parlait d'OBNL, d'organismes de bienfaisance enregistrés, de PME. Donc, puis quand on avait posé des questions, c'était vraiment, vraiment largement, on a parlé avec des attachés politiques de 2 bureaux de comté par rapport à cette question-là. Fait qu'en gros, ça ferait le tour pour les programmes annoncés. Et je voulais juste pour la suite. Non, mais c'est beau, je t'ai rendu à l'autre point. Ça va? Oui. OK. Il nous reste juste un petit 5 minutes, mais en fait, vous avez peut-être vu dans le courriel quotidien, on vous avait mis le lien pour la page de l'Union des consommateurs, moi, que je trouvais fort pertinente parce qu'elle est mise à jour aussi régulièrement. Je pense qu'Hugo va tenter de la partager à l'écran, donc vous allez pouvoir voir la page du site. Voilà, fait que Hugo, on peut juste le descendre. Comme vous voyez dans l'index, on retrouve vraiment, là, si vous avez des questions pour les revenus de remplacement pour les salariés, les travailleurs autonomes et contractuels, les familles, les personnes seules. Après ça, pour vous aider, puis aussi aider vos membres, il y a différentes sections. Qu'est-ce qu'il y en a pour les impôts, pour les reparts d'hypothèque ou justement les reparts de paiement, la distribution, comme Hydro-Québec? Est-ce qu'il y a des mesures pour le logement, les communications? Donc, je trouvais que c'était un site qui était quand même… il y a plein de ressources actuellement qui existent, là. Il y en a peut-être d'autres, effectivement, mais je trouvais que celle-là était bien faite. Si on descend un petit peu, Hugo, au niveau remplacement du revenu, par rapport à la maladie, par exemple, pour les salariés, s'ils ont droit à l'assurance chômage, bon, vous avez toutes les explications, je ne prendrai pas le temps de les lire un à un, là, mais je trouvais que c'était très bien expliqué. Et entre autres, pour le PCU, là, il y avait une question pour la prestation canadienne d'urgence. Juste un petit peu plus bas, Hugo, dans salarié, on a prestation canadienne d'urgence ici. Donc, vous avez vraiment les détails. Oups. Voilà, ici. Donc, vous avez vraiment les détails, qui est admissible, qui ne l'est pas, de quelle manière ça fonctionne, parce que les personnes qui ont toujours un emploi, mais qui n'ont reçu aucun revenu pendant au moins 14 jours pendant le mois, en raison d'interruption, ils ont droit. Donc, ça, c'est quand même important. Les demandes se font à partir du 6 avril. Donc, les demandes peuvent se faire à partir de lundi prochain. Donc, les inscriptions vont se faire via le web. Donc, à ce moment-là, je trouvais que cette page-là résumait de manière concise, quand même très claire, l'ensemble des informations selon les situations des travailleurs, travailleuses aussi. Donc, on voulait vous inviter là, simplement peut-être à garder ce lien-là dans vos favoris. Moi, je vais le faire en tout cas, puisqu'ils font le suivi justement là, quasi quotidien des mesures pour les mettre à jour. Et si on descend, Hugo, mettons dans famille, comme ici, il y a plein de bonifications qui ont été annoncées. Donc, pour les personnes seules, pour les familles, donc bonification temporaire de l'allocation canadienne pour enfants. On marque quand le versement va se faire. Même chose pour les ménages à faible revenu, donc les versements complémentaires pour la TPS. Donc, c'est toutes des mesures qui ont été annoncées puis qu'on se demande un peu, bien, justement, quand ça va atterrir, là, quand on va recevoir ces sous-là, qui ça touche. Bien, ça, on les a d'une manière quand même beaucoup plus claire puis toutes répertoriées ensemble. Donc, je trouvais que c'est un bel outil de référence que vous pouvez utiliser pour vous ou référer aussi aux membres de vos organismes s'ils cherchent des informations d'une manière claire et concise. Donc, est-ce que ça va pour ça? Oui, il y avait un commentaire qui dit pas évident de départager pour les personnes qui ont 2 statuts, salariés et contractuels. Effectivement. Dès qu'on tombe dans des cas atypiques, on a toujours, on voit les difficultés là, dans tous ces programmes-là qui sont mis en place. On a beaucoup de questions de la part des membres à ce niveau-là. On est en train de développer un peu notre expertise, mais ce n'était pas dans notre créneau. Donc, je n'ai jamais passé autant de temps sur tous les sites de Revenu Québec, Service Canada. En même temps, c'est important de le faire parce que la demande est là.
Donc, on essaie de se tenir informés d'un côté comme de l'autre. On apprécie quand nos membres nous disent, ben nous, on a cette situation-là, on l'a réglée de telle manière. N'hésitez pas à nous le partager parce que ça nous permet, nous, après ça, de pouvoir répondre aux besoins des membres. Donc, je pense que c'est vraiment à double sens dans ce cas-là. On peut s'auto-alimenter sur les situations particulières parce que c'est plein de détails. Puis même les programmes eux-mêmes, tu sais, les programmes atterrissent, mais tout n'est pas défini. On ne les a pas vécus. Fait que ça représente quand même des défis. Fait que si vous trouvez des réponses à des questions difficiles à trouver, gênez-vous pas pour nous les partager. À ce moment-là, pour en faire bénéficier l'ensemble des membres de la Troquelle. Peut-on le partager sur notre site web? Bien oui, vous pouvez mettre le lien sans problème de ce site-là pour vos membres sur votre site web. Si vous en trouvez, n'hésitez pas. Nous, on trouvait que lui était bien fait, très accessible aussi. Mais il en existe plein de ressources actuellement, mais n'hésitez pas à le partager. Donc, on est à E44. Ben oui, c'est ça. Donc, ça fait le tour pour notre court webinaire du jeudi matin. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Ça circule à une vitesse phénoménale. Comme Maya dit, on vous invite vraiment à utiliser, à nous écrire par courriel troquel@troquel.org. On le sait, hein, on a un volume, je vous dirais, plus grand que d'habitude dans les réponses. On tente de répondre à toutes vos questions. Des fois, on n'a pas de réponse, on doit chercher, mais on tient à vous dire là, de ne pas hésiter et de continuer à nous poser vos questions. Puis on fait le travail de recherche associé à la situation. Donc, merci, courage pour la suite. On se revoit mardi matin pour le webinaire Soutenons-nous. Puis sinon, bon webinaire à ceux qui s'en vont au CSMO et SAC. Et bonne journée à tout le monde dans la belle région de la Naudière. Bye tout le monde!